Bienvenue à tous, ici les reporters de la chaîne Turf Labo. On plonge aujourd'hui au cœur de Vincennes pour un véritable monument. C'est la première marche, la première étape vers le Graal du trot, le Prix d'Amérique. On parle bien sûr du Prix de Bretagne, la fameuse Q1, ce dimanche 16 novembre 2025. La tension est déjà palpable, les stars sont prêtes à en découdre sur les 2700 mètres de la grande piste. La mission est simple, décrocher l'un des 4 tickets qualificatifs pour la grande finale. Et c'est une mission beaucoup plus compliquée qu'elle n'en a l'air. Ce parcours, c'est un juge de paix, un vrai. Il suffit pas d'être le plus rapide, non, il faut être le plus dur, le plus malin. La course est classée vraiment difficile par tout le monde, et c'est justifié. Mais ce qui est fascinant, en fait, c'est que derrière ce chaos apparent, il y a une logique presque mathématique. L'histoire de cette course nous apprend énormément de choses. C'est ça que j'adore avec cette épreuve. On a l'impression que les fantômes des anciens vainqueurs dictent encore leurs lois sur la cendrée, quoi. Alors, justement, qu'est-ce que l'histoire nous apprend à Vincent? Quelles sont les grandes leçons à retenir avant même de regarder la liste des partants? La toute première leçon, elle est brutale. Presque sexiste, si on peut dire. Sur les 19 dernières éditions, c'est une affaire de mal. C'est simple, ils représentent 84% des gagnants. Et pour être encore plus précise, les chevaux de 5 à 7 ans raflent quasiment tout, avec près de 74% des victoires. Attendez, 84%, c'est énorme. Ça veut dire que, statistiquement, une jument n'a quasiment aucune chance. C'est fou. C'est même plus que ça. Aucune femelle n'a gagné cette course depuis plus de 12 ans. Donc c'est plus qu'une simple tendance, c'est une loi des reines. Pour un parieur, ça veut dire que miser sur une jument, même une très bonne, c'est choisir de nager à contre-courant. C'est un pari audacieux, un peu fou même. Et au-delà du profil du cheval, j'imagine qu'il y a des noms qui reviennent tout le temps. Des dynasties d'entraîneurs et de drivers. Absolument, on ne peut pas parler du Prix de Bretagne sans évoquer ce qui a été un véritable empire VIP, celui de Sébastien Guarato. Son écurie a placé un cheval dans les 5 premiers pendant 16 années de suite. 16 ans. 16 ans, oui. La série s'est arrêtée en 2023, mais ça donne une idée de la domination. Et à côté de lui, bien sûr, les familles Bazir et Edersoir sont des incontournables. Leur savoir-faire ici, il est légendaire. Et pour les pilotes, j'imagine qu'on retrouve les mêmes patrons au sulky. Exactement, les mêmes. Franck Nivard, Éric Raffin, Jean-Michel Bazir. Ce sont les maîtres des lieux. Leur science de la course, leur capacité à gérer l'effort sur cette piste si exigeante, c'est un avantage colossal. Et un dernier point, qui est crucial, la vitesse. La course s'accélère tout le temps. On a récemment franchi la barre symbolique des 1,11,4 au kilomètre. Il faut être non seulement dur, mais aussi de plus en plus rapide. C'est incroyable de voir à quel point cette course a une personnalité statistique bien définie. On sait presque qui va gagner avant même de connaître les partants. Alors justement, qui sont les prétendants cette année qui correspondent à ce portrait robot? On doit commencer par celui qui est sur toutes les lèvres. Le numéro 13, Joshua Tree. Ah bah là on est obligé. Joshua Tree, c'est le favori logique, presque écrasant. Ces chiffres donnent le vertige. 89% de réussite dans les quintés plus, une connexion télépathique avec Jean-Michel Bazir. C'est le cheval à battre. Son entourage respire la confiance, c'est le mot. Nicolas Bazir, son entraîneur, l'a dit clairement. On vise la qualif, mais il peut aussi gagner. Mais au-delà des déclarations, il y a un détail technique qui pour moi est un signal majeur. Il va courir déféré des 4 pieds, pour la 2e fois de sa carrière, seulement. Et la première fois qu'il a couru dans cette configuration, il a survolé un groupe 1. C'est le signe que l'écurie sort l'artillerie lourde, tout simplement. Ils ne viennent pas pour faire de la figuration, ils viennent pour frapper un grand coup. D'accord, tout le monde parle de Joshua Tree. Les stats sont impressionnantes. Mais on sait que dans une course comme celle-ci, être l'hyper favori, ça peut aussi être un piège, non? Tout le monde va le marquer, adapter sa course. C'est un excellent point. Il aura une cible sur le dos. Et c'est là qu'intervient un autre client très très sérieux. Le numéro 7, Josh Power. Lui aussi a été préparé minutieusement pour cet objectif. Il ne faut pas oublier qu'il a gagné les critériums des 4 et 5 ans. Ce n'est pas n'importe qui. Et son entraîneur, Sébastien Ernout, n'y va pas par 4 chemins. Il dit que tous les feux sont au vert et que l'objectif, c'est de se qualifier dès ce week-end. Le voir annoncer pieds nus, c'est la confirmation qu'il est à 100%. Il ne vient pas pour une place, il vient pour le podium. Exactement. Et ce qui est intéressant avec Josh Power, c'est qu'il ne sera pas le seul à viser ça. Un autre cador, le numéro 14, Izoard Vedake, arrive avec des intentions très claires lui aussi. Sa course de rentrée était excellente, il monte clairement en pression. En pleine ascension, c'est vrai. Mais Joshua Tree l'a quand même battu très facilement la dernière fois.
Est-ce qu'on a des raisons de croire qu'il a assez progressé pour inverser la tendance, ou est-ce qu'on joue juste pour la deuxième place? C'est la question à 1 million. Il aura du mal à prendre sa revanche, c'est une quasi-certitude. Mais une place dans les 4 qualifiés, c'est largement à sa portée. Il est dur à l'effort, il adore ce parcours, c'est une base solide pour les places. D'accord, on a donc 3 mâles, en plein dans la bonne tranche d'âge, qui cochent toutes les cases. Mais il y a une concurrente qui vient mettre son grain de sel et défier toutes les statistiques historiques. La numéro 11, Just Loves You. Elle a un argument massu, non? Un argument qui peut tout faire exploser, le chronomètre. C'est simple. Elle détient le record du parcours, avec un temps de 1:11:1. C'est une jument de très grande classe. Si elle est dans un grand jour, elle peut regarder tous ses mâles droit dans les yeux. Mais on en revient à cette fameuse statistique, pas de femelle gagnante depuis plus de 12 ans. Son driver, Alexandra Brivard, a l'air pourtant très confiant. Il dit qu'elle a beaucoup progressé à l'entraînement. Est-ce que ça peut suffire pour briser la malédiction? C'est tout le piment de cette course. Abrivard est confiant, il a senti de gros progrès et ses derniers travaux sont excellents. Elle a la vitesse pure pour elle. La question c'est, aura-t-elle la dureté nécessaire dans les 500 derniers mètres, face à des mâles qui ne lui feront aucun cadeau? C'est le défi de sa carrière. On a donc ce carré d'as qui se détache, mais on sait très bien qu'un quintet plus à Vincennes, ce n'est jamais aussi simple. Qui sont les troubles-fêtes, ceux qui sont en embuscade, prêts à profiter de la moindre défaillance? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le numéro 5, Iguski Sauton. Son profil est intéressant, il est à l'opposé de beaucoup d'autres. Il ne fait pas une rentrée, lui il est en pleine possession de ses moyens, il reste sur une victoire impressionnante, il a la forme pour lui. Et ça, c'est un avantage énorme. Pendant que les autres cherchent le bon rythme, lui est déjà au sommet. Mais il a un talon d'Achille, hein, ce fameux départ à la volte. C'est son grand point faible. Il est très très délicat au moment de s'élancer. S'il part au trot, il a les moyens de finir dans les 5. Son entraîneur Mathieu Abrivard en est convaincu. Mais s'il fait la faute, sa course est terminée avant même d'avoir commencé. C'est un pari. Un pari, comme souvent avec les candidatures étrangères qui débarquent à Vincennes. On a 2 Suédois cette année, avec des profils très différents. Oui, et il faut les prendre très au sérieux. D'abord, le numéro 1, Epit Chronos. Il est entraîné par le redoutable Daniel Reden, un homme qui ne se déplace jamais pour rien. C'est un cheval taillé pour les longues distances, il adore ça. Son entraîneur est persuadé qu'il peut réaliser une grande performance. Le seul bémol, c'est l'adaptation au départ à la française. Et l'autre Suédois, le numéro 16, Borups Victoli, c'est un peu le contraire, non? Pas le plus doué, mais d'une fiabilité à toute épreuve. C'est un métronome. Imaginez, 0 disqualification en 43 courses. C'est presque surréaliste. Il ne fera pas de faute, il donnera toujours le meilleur de lui-même. Son entraîneur vise une place et avec une telle régularité, il peut tout à fait l'obtenir. C'est le genre de cheval parfait pour compléter une combinaison. Et on arrive au cheval qui porte peut-être le plus de pression, du moins symboliquement. Le numéro 6, Crack Time Atou. Il représente cet empire Guarato dont vous parliez. Est-ce qu'il a les épaules pour être le signe d'un retour en force? Ou est-ce que sa rentrée est un trop gros handicap? C'est la question qui plane sur tout le meeting. Même si la série de 16 mois est finie, le nom Guarato impose le respect. L'entourage s'attend à le voir dans les 5, même s'il rentre. Avec Franck Nivard au sulky, un expert de cette course, il faut s'en méfier comme de la peste. Il pourrait être le symbole du renouveau de cette écurie mythique. Bon, on a un bon aperçu des forces en présence. Mais pour construire un pari intelligent, il faut aussi savoir qui éliminer. Identifier les chevaux qui, sur le papier, ont très peu de chance. C'est souvent là qu'on fait la différence. C'est absolument fondamental. Et pour cette course, 2 candidatures semblent être des impasses assez claires. D'abord le numéro 9, Jean Balthazar. Il cumule les handicaps, il fait sa rentrée, il reste ferré, et sa vraie spécialité, c'est le trot monté. Un confrère a même dit de lui qu'il n'a pas l'ombre d'une chance. Difficile d'être plus direct. Le message est clair. Et il semble que ce soit la même chose pour la jument qui porte le plus gros numéro, la 18 idéale du chêne. Oui, son entraîneur, Julien Lemaire, a été d'une honnêteté totale. Il a dit qu'elle restait ferrée, qu'elle n'était pas compétitive comme ça et qu'on pouvait l'écarter. Quand un entraîneur vous dit ça, il faut l'écouter. Ce sont 2 points d'appui très solides pour alléger son jeu. Parfait. Le tableau est beaucoup plus clair. On a les favoris, les outsiders aux dents longues et les impasses logiques. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Après cette analyse complète, quel est le verdict de Turflabo? On a pesé le pour et le contre, croisé les données historiques, la forme du moment, les déclarations. On arrive à une sélection qui nous semble cohérente et qui tente de jongler entre la logique et les belles opportunités. Alors, allons-y.
Voici la sélection officielle de la chaîne Turf Labo pour le Quintet Plus de ce dimanche. En tête de notre pronostic, sans grande surprise, le numéro 13, Joshua Tree. Derrière lui, on place le numéro 7, Josh Power. En troisième position, on tente le pari de la classe avec la jument, le numéro 11, Just Love You, suivi de près par le numéro 14, Izohar Vedake. Et pour compléter, on ajoute le numéro 5, Iguski Soton pour sa forme, le numéro 1, Epic Chronos pour son talent, le numéro 16, Borups Victory pour sa régularité, et enfin, le numéro 6, Cracktime Atout pour l'écurie. Ce qui nous donne le pronostic suivant. 13, 7, 11, 14, 5, 1, 16, 6. C'est notre sélection de base. Mais dans une course aussi ouverte, il faut toujours avoir un plan B. En cas de défaillance d'un des favoris, notre cheval de complément, celui qui pourrait venir créer une belle surprise, c'est le numéro 3, Keep Going. Son entraîneur, Mathieu Mottier, est plutôt discret, mais il pense que son cheval, si tout se passe bien, a sa place sur le podium. C'est un outsider très séduisant à garder dans un coin de sa tête. L'analyse est faite, les jeux sont presque ouverts. La grande bataille pour l'Amérique peut commencer. Avant de se quitter, une pensée qui va au-delà de cette seule course, une question qui va planer sur tout le meeting d'hiver. Après 16 ans de domination, l'ère Guarato est-elle définitivement terminée ou est-ce qu'on assiste simplement à une transition lente? La performance de Cracktime Atout dimanche nous donnera un premier et fascinant élément de réponse. C'est la question parfaite pour conclure. Un grand merci de nous avoir suivis pour cette analyse en profondeur. Pour ne rien manquer de nos prochains pronostics, on invite tout le monde à s'abonner à la chaîne TURF Labo, à cliquer sur le bouton j'aime pour nous donner de la force et surtout à inviter vos amis à nous rejoindre. Rendez-vous sur la piste.